Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Egy ideje sokan sokféleképpen beszélnek Európa válságáról, arról, hogy Európa nem tudja meghatározni önmagát. Holott a globalizáció a rengeteg negatív hatása mellett egyébként felkínálja a lehetőséget, hogy több központ jöjjön létre a világban. Mégis úgy tűnik, hogy az Európai Unió jelenlegi vezetői vagy nem akarnak, vagy nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel. Most a 21. század intézet egy világhírű francia gondolkodót fog megszólaltatni, aki a saját maga részéről azt mondja, hogy egyébként irtózik a politikusi politikától, de mély elkötelezettség és vágy munkál benne az irányba, hogy mégis alakítsa a politikát és a közéletet. Eddig 120 könyve, 2500 cikke, 800 interjúja jelent meg. Sok szeretettel köszöntöm Alain de Benoist filozófust, köszönöm, hogy vállalja az interjút, és szeretettel köszöntöm itt Budapesten, Magyarországon. Az európai civilizáció hihetetlenül gazdag, Európa területén alakult ki a filozófia, a demokrácia, elképesztő kincseink vannak, ha csak a művészetekre, a tudományra, a zenére, az építészetre gondolunk. Mégis mi az oka annak, hogy mi európai polgárok manapság azt érezzük, hogy nem tudjuk, mi az, hogy európai identitás, nem tudjuk, hogy mik is vagyunk mi valójában? Oui, c'est le grand paradoxe, mais on peut dire qu'il y a une crise de l'Union européenne qui est tout à fait évidente et qui s'ajoute à toutes les crises que nous connaissons. Nous vivons une époque de transition et dans les époques de transition, on passe difficilement d'un monde à un autre. Nous avons une crise politique évidente, une crise économique, une crise financière, une crise écologique, une crise intellectuelle, spirituelle et morale. Et évidemment, cela laisse un peu rêveur lorsque l'on voit ce qui s'est passé depuis 30, 40, 50 ans. Au début, l'Europe a été perçue avec beaucoup d'enthousiasme comme une solution à tous les problèmes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un problème qui s'ajoute aux autres problèmes. Említette azt, hogy át kell lépnünk valamibe, és korábban úgy fogalmazott a Kommentár című magyar folyóiratnak adott interjújában, hogy átmeneti korban élünk, és hogy a történelem nyitott. Látja-e ön azt, hogy merrefele halad ez a történelem, és mi fog megvalósulni a jövőben? Mais pour l'instant, nous allons vers une sorte d'éclatement généralisé. Beaucoup d'erreurs ont été faites dans le processus de construction de l'Europe. J'en parlerai longuement dans la conférence que je dois faire demain. Très rapidement, on est parti de l'économie et du commerce au lieu de partir de la politique et de la culture. On a voulu être un marché beaucoup plus qu'une puissance. Et surtout, les peuples n'ont jamais été associés, ni presque jamais consultés, sur la construction européenne. Et les rares fois où ils ont été consultés, on n'a pas tenu compte de leur avis. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire l'Europe au départ? Les raisons qui ont été données. Empêcher le retour de la guerre, rendre les pays européens plus proches, plus unis, et constituer une puissance qui pèse à l'échelle du monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? La guerre est de retour en Europe. Les peuples européens ont choisi des voies qui ne sont pas les mêmes. Et l'état général des choses fait que personne n'est content. Les gens se plaignent de l'Europe aujourd'hui. Alors, sur quoi est-ce que cela ouvre? Je pense qu'on va aller dans une période de tension de plus en plus grande, d'extrémisation à certains égards, ce qui est très dommage. Et il va falloir que les choses se clarifient. Beaucoup d'observations incitent au pessimisme, mais en même temps, il faut savoir que
l'histoire n'est jamais fermée, elle est toujours ouverte. Et il suffit parfois de très peu de choses pour que tout change complètement. Ez egy elméleti kérdés lesz annak kapcsán, amit felvetett, hogyha Európa, az Európai Unió venni a fáradtságot végre, és meghatározná önmagát, tehát a politikát, a kultúrát tolná előtérbe, akkor ebben a globalizációban lehetne Európa egy önálló hatalmi központ az USA-tól és minden más tényezőtől függetlenül? C'est évidemment la grande question. Est-ce que nous allons aller vers un monde unipolaire ou un monde multipolaire? Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le duopole entre les États-Unis et l'Union soviétique. Quand l'Union soviétique a disparu, les États-Unis ont cru qu'ils allaient pouvoir être la seule puissance mondiale. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On n'a pas assisté non plus à la fin de l'histoire qui avait été prédite par Fukuyama. Au contraire, on a vu des blocs mondiaux, des grands espaces de puissance économique, politique et culturelle qui se sont affirmés, des pays émergents, etc. Et évidemment, cette situation est dommageable pour les États-Unis parce que la politique extérieure des États-Unis, c'est d'empêcher la montée des compétiteurs, la montée des concurrents. L'Europe, on va en dire un mot, n'est plus vraiment un concurrent puisqu'elle s'aligne sur tous les sujets essentiels sur la politique américaine. Il reste la Russie et la Chine, et c'est évidemment dans ce cadre qu'il faut envisager l'avenir et aussi le présent avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Le grand problème, je le répète, c'est que l'Europe, l'Union européenne, parce qu'il ne faut pas confondre l'Union européenne et l'Europe. À certains égards, l'Union européenne est une caricature de l'Europe. Mais l'Union européenne a voulu être un marché, au lieu d'être une puissance. Vous parliez à l'instant de puissance autonome indépendante. Elle n'est pas une puissance autonome et indépendante, même si certains pays le souhaitent. Mais globalement, les institutions de Bruxelles sont simplement des relais de l'idéologie dominante. Et on le voit très bien, malheureusement, avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Au départ, l'Union européenne n'avait aucun intérêt particulier en Ukraine. Ce n'était pas un pays qui comptait, qui avait une importance considérable pour elle. Et néanmoins, elle a choisi de s'aligner immédiatement sur la position américaine de soutien au gouvernement ukrainien. Je ne veux pas du tout dire qu'elle aurait dû adopter la position inverse, c'est-à-dire s'aligner sur le gouvernement russe. Mais si l'Europe avait été une puissance autonome, ce qu'elle aurait dû faire, c'est proposer sa médiation, essayer d'arrêter cette guerre, d'obtenir un cessez-le-feu, d'obtenir des négociations, et à plus long terme, d'œuvrer à la mise en place d'un système de sécurité collective en Europe qui respecte les intérêts russes et les intérêts européens. Au lieu de cela, nous nous sommes engagés dans une politique de sanctions qui est d'autant plus stupide que nous allons en être, et en sommes déjà, les premières victimes. L'inflation, les coupures d'électricité, le défaut d'approvisionnement de gaz et toutes ces choses que l'on va voir dans les mois qui viennent et qui vont sans doute engendrer des répercussions économiques et sociales considérables, en témoignent. Nous avons suivi, c'est-à-dire que d'une certaine manière, l'Union européenne devient l'objet de l'histoire des autres au lieu de chercher à construire sa propre histoire. Ugyanakkor az Európai Unió megalakításakor az alapító atyáknak a szellemiségéből következett az, hogy egyfajta kereszténydemokrata identitás jellemezte és határozta meg az Európai Uniót. Nagy kérdés, hogy a mostani atyák
vezetők miért adják fel, miért adják és miért adták fel annak a lehetőségét, hogy Európa igenis politikai hatalom legyen? Parce que la classe politique en général, dans beaucoup de pays, et encore plus dans les institutions de Bruxelles, dépend totalement de l'idéologie dominante. Vous parlez d'identité. L'Europe, visiblement, ne veut plus avoir d'identité, alors qu'elle a des millénaires derrière elle d'histoire, de culture et d'exemples à donner au monde. Aujourd'hui, l'idéologie dominante veut que l'Europe prononce un perpétuel mea culpa, regarde son passé comme un passé dont elle doit se couper, se libérer. Donc on est évidemment dans le contraire de ce qu'il faudrait faire. Et lorsque se créent des espaces de liberté, lorsque certains pays, à commencer par le vôtre, la Hongrie, manifestent une certaine indépendance contre les réglementations de Bruxelles, alors ces pays sont à leur tour victimes de sanctions tout à fait inacceptables. Donc c'est une situation très désagréable qui ne peut que ruiner l'Union européenne. Je disais tout à l'heure que l'Union européenne avait voulu rapprocher les Européens. Elle ne les a pas rapprochés, elle les a divisés. Elle s'appelle Union européenne, mais c'est la désunion qui a primé. Je prends 3 exemples. L'instauration de la monnaie unique, l'euro, a déjà coupé l'Europe du Nord et de l'Europe du Sud, parce que la mise en œuvre d'une monnaie unique comme l'euro, au taux qui était le sien, a été très difficile pour les pays du Sud. On s'en souvient. Donc il y a eu une coupure géographique entre le Nord et le Sud de l'Europe. Le problème de l'immigration, qui est un problème devenu obsessionnel, considérable dans tous les pays européens qui voient leur population se transformer sous l'effet d'une immigration de peuplement qui change la vie, le paysage, la sociabilité des habitants des nations européennes. Là aussi, il y a certains pays qui ont accepté d'ouvrir leurs portes à cette immigration massive en s'imaginant qu'il n'y aurait pas de problème, alors que les problèmes ne cessent de surgir, et d'autres pays, comme la Hongrie, comme la Pologne, comme l'Italie parfois, qui ont dit non, on ne peut pas accueillir tout le monde. La vocation naturelle des pays du tiers-monde n'est pas de venir s'installer en Europe. Donc, encore une nouvelle division, et on a recréé des frontières à l'intérieur des frontières. Et puis, je pourrais donner aussi l'exemple de la complaisance avec laquelle les institutions de Bruxelles relaient les prétentions du lobby LGBT, qui est un lobby qui n'a aucune légitimité démocratique et qui est un groupe de pression et d'influence qui s'appuie sur un certain nombre de doctrines comme la théorie du genre, qui mérite d'être déconstruite, elle aussi. Et évidemment, les Européens se sont encore brisés là-dessus. Donc, vous savez, dans chaque pays, on assiste à un fossé qui se creuse entre le peuple et les élites politiques. Eh bien, en Europe, c'est la même chose. On assiste à un fossé qui se creuse entre les peuples réels, les peuples qui veulent rester vivants dans leur continuité historique, et des institutions qui arrivent de moins en moins à maîtriser ce système dont on pourrait dire, pour le résumer, qu'il consiste à chercher les moyens de gouverner sans le peuple. Világos, elmondta azt, hogy mit jelent ez az önfeladás, hogy önfeladásban van Európa, hogy nem akarja az identitását meghatározni, de kinek az érdeke ez? Ezt maguktól csinálják ezek az uniós vezetők, vagy valaki esetleg dróton rángatja őket? Ugye sokan beszélnek arról, hogy itt az Egyesült Államoknak az érdekei azok, amik meghatározzák Európát. Valóban gyarmata lennénk az Egyesült Államoknak jelenleg?
Il y a beaucoup de vrai dans cette expression de colonie des États-Unis. L'Europe est aujourd'hui l'allié des États-Unis, mais elle est avant tout considérée comme une vassale. Le suzerain est à Washington, mais je n'ai pas une mentalité complotiste. Je ne crois pas qu'il faut caricaturer, schématiser. De surcroît, les États-Unis sont dans leur logique, ils poursuivent leur intérêt. Et ils ont le droit de le faire, bien entendu. Je dirais même que c'est leur devoir. Mais leur devoir est une chose et notre devoir en est une autre. Nous aussi, notre devoir, c'est d'affirmer notre identité, notre désir d'autonomie. Et évidemment, il y a un choc de civilisation qui se produit à ce moment-là. Mais les choses bougent en même temps. Elles se transforment. Il y a déjà des pôles de résistance qui sont des espaces de liberté. Donc, à un moment, les choses basculent. La dynamique profonde va plutôt dans le bon sens à l'heure actuelle, par rapport à ce que nous voyons tous les jours et qui parfois est un peu désespérant. Itt arra céloz, hogy az a bizonyos új jobboldal, vagy inkább jobboldali reneszánsz, ami nem is olyan régen Magyarország, Lengyelország, és most, hogy az olasz választásokon a Meloni-féle tengely győzött, ez a fajta jobboldali reneszánsz, amiben egyébként Orbán Viktornak is komoly szerepe van, ez lehet egyfajta megoldás? Ez lehet egyfajta kiút ebből a válságból, hogyha ez az új jobboldali pólus teret nyerne mondjuk Brüsszelben, vagy az Európai Unióban? Je crois que, oui, je suis d'accord avec vous sur l'essentiel. Simplement, je pense que tous ces mouvements, d'abord, il faut les saisir, les comprendre dans leur histoire particulière, leur histoire nationale. Ce qui se passe en Hongrie, en Pologne, en France, en Italie n'est pas exactement la même chose, bien entendu. Mais on voit bien que cela concourt à changer cette idéologie dominante dont je parlais. Je ne suis pas sûr qu'on puisse définir toutes ces tendances avec le mot droite, parce que le clivage droite-gauche reste dominant dans certaines procédures, mais ce n'est plus la clé fondamentale pour comprendre les oppositions. La grande opposition aujourd'hui, c'est l'opposition entre le mondialisme et l'enracinement. Les peuples qui ne veulent rester fidèles à eux-mêmes, conserver leurs mœurs et poursuivre leur histoire, et ceux pour qui les peuples n'existent pas, où nous vivons dans une sorte d'état universel, imaginaire, etc. Viktor Orbán avait employé il y a quelque temps l'expression de démocratie illibérale. Et je trouve que c'est très important et très intéressant. Parce que nous sommes habitués depuis longtemps à parler de la démocratie libérale comme si les deux mots allaient nécessairement ensemble l'un avec l'autre. Mais moi je suis historien des idées et je peux vous dire que historiquement et politiquement, la démocratie et le libéralisme ne sont pas synonymes. Il peut y avoir des démocraties libérales et des démocraties illibérales qui n'en sont pas moins démocratiques. Où est la différence principale? C'est que le principe de la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. C'est la souveraineté du peuple. Le principe du libéralisme, c'est la supériorité des individus sur les collectivités et l'exclusive défense des libertés individuelles au détriment des libertés collectives. Donc c'est tout à fait différent. On le voit bien d'ailleurs, et c'est l'une des raisons de cette crise des démocraties libérales qui est l'une des crises les plus frappantes de notre époque. Les gens veulent sortir de ce régime d'alternance ou de fausse alternance qui depuis plusieurs décennies, 40 ou 50 ans, a déçu tout le monde. Alain de Benoit, köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait.